Hello à toi qui m'écoute, je suis Léa Ferli et je fais des interviews qui s'appellent les électrons libres. Peut-être que toi aussi tu en es un d'électron libre. L'électron libre, c'est quelqu'un qui n'en a strictement rien à faire de ce que lui dicte la société au niveau des codes, au niveau de sa personne, de sa sexualité, de tout ça. Et du coup, on en parle sur ce podcast. J'ai décidé de lancer un podcast parce que je me suis aperçue que on a beau être électron libre, on n'est pas toujours disposé à partager son visage, son physique devant des gens qui peuvent effectivement juger ça. Et c'est quelque chose que j'ai choisi de respecter. Et je trouvais ça dommage de ne pas vous proposer certaines interviews juste parce que la personne ne veut pas apparaître face caméra. Du coup, je lance ce podcast, c'est le premier du genre, j'espère que ça vous plaira. Et j'ai conversé avec une romancière qui s'appelle Alix Lay, qui a 41 ans et 4 enfants. Et elle va nous raconter un petit peu ce qu'elle écrit et aussi les scènes explicites qu'elle écrit, puisque en fait on est toujours là pour ça, pour parler de la sexualité, que ce soit de la sexualité que on est amené à assumer ou à raconter ou à vivre. Voilà, tous les champs des possibles sont explorables. Il suffit juste de savoir que les gens peuvent vivre ça de différentes façons. Il n'y a pas de bonne façon, il n'y a pas de mauvaise façon, il y a plein de façons différentes. Et j'ai trouvé que son parcours était assez inspirant, donc j'avais envie de vous partager ça aujourd'hui. Donc Alix, j'ai demandé de raconter son histoire et la voici. J'ai été baignée depuis ma naissance dans l'amour du Vietnam. Mes grands-parents paternels y ont vécu de 1947 à 1954. Mon papa m'a appris à compter en vietnamien avant que je ne sache le faire en français. Ma grand-mère m'a appris à rouler les nems à l'âge de 4 ans. Mes parents, qui rencontraient des difficultés pour avoir des enfants, ont souhaité adopter un orphelin vietnamien en 1975, mais malheureusement, les frontières se sont refermées sur ce petit garçon qui s'appelait Dao. Nous n'avons jamais plus eu de nouvelles de lui, malgré de nombreuses recherches. J'ai épousé Pascal il y a 15 ans, de son nom Minh Loc, qui est né au Vietnam et dont le papa vit toujours là-bas. Je suis passionnée par l'époque de l'Indochine et de la guerre du Vietnam. En particulier, mes romans s'inspirent énormément des récits de mes grands-parents et de la vie de ma belle famille. Je lui ai posé ensuite la question suivante. Tu écris sur l'amour version asiatique. Quelles sont les principales différences que tu peux noter par rapport à l'expression de l'amour occidental ? Voilà, je voulais qu'elle nous dise la différence entre les deux. Parce que il y a énormément de choses qui ne sont pas pareilles en fonction de l'endroit du monde où tu es né, où tu vis, ou dont tu as les codes. Voici ce qu'elle a répondu. J'écris sur une époque où les Asiatiques en général étaient très peu démonstratifs sur leurs sentiments et leurs relations amoureuses. Ils le sont d'ailleurs à ce jour, toujours plus que les Occidentaux. Je lui ai donc demandé comment elle aborde les scènes explicites. Est-ce qu'elle les décrit beaucoup ou est-ce qu'elle préfère les imaginer au maximum ? Est-ce qu'elle s'inspire des auteurs asiatiques pour rédiger ces scènes explicites ? Voici ce qu'elle m'a répondu. Non, je ne m'inspire pas des auteurs asiatiques, je les écris comme je les ressens. Dans mon roman Le collier de larmes, qui se déroule entre 1973 et 1992, il y a des scènes assez violentes qui sont très détaillées. Mais dans le domaine d'Arcabia, qui se déroule en 1886, c'est beaucoup plus imagé. Cela dépend vraiment de l'époque et du caractère des personnages impliqués. J'ai une manière assez particulière de créer mes scènes d'amour. Je me pose dans un endroit très calme, si possible dans le noir. Je ferme les yeux et je les dicte à mon ordinateur. Cela me permet de les imaginer sans avoir le problème de l'écriture à gérer. Une fois la scène finie, je la réécris pour la fignoler. C'est le seul moment où j'ai besoin de calme pour écrire. Autrement, le reste des romans sont écrits dans mon épicerie, avec les clients dans la boutique. Il m'arrive donc de laisser un espace pour écrire la dite scène, en attendant un moment plus propice et de continuer la suite de l'histoire. C'est très rigolo comme façon d'écrire. J'avais jamais entendu ça avant et je trouve que c'est vraiment très très intéressant. Alors comme on est toujours dans le côté asiatique, j'avais forcément envie de lui poser la question, un petit vrai ou faux, typique des clichés du genre asiatique. Donc forcément, je lui ai demandé si le gingembre était vraiment aphrodisiaque. Elle m'a répondu oui, en tout cas, il réchauffe et c'est un vasodilatateur, ce qui n'est pas faux. Le deuxième cliché,
J'ai demandé si les Asiatiques font de meilleurs massages que les Occidentaux. Voici ce qu'elle m'a répondu. Ceux de mon amie masseuse thaïlandaise sont à tomber. Je pense que beaucoup d'Asiatiques ont une connaissance approfondie du corps humain qui leur permet de masser les points névralgiques, ce qui leur donne un massage souvent assez douloureux, mais qui à la fin vous donne soit une patate d'enfer, soit un relâchement total. À vous de choisir. Et le dernier cliché que j'ai tenu à lui exposer, c'était celui-là. Est-ce que les Asiatiques sont meilleurs en galipette que les Occidentaux? Forcément, tu vas me dire, c'était signé. Mais oui, effectivement. Elle m'a répondu, ça je pense que c'est très subjectif, tout dépend de ce que l'on aime. Et je trouve ça bien, je suis bien d'accord avec elle. La question suivante, c'était quelle a été ta plus grande difficulté dans ton couple mixte? Je sais que c'est pas forcément facile quand on a des origines différentes d'accorder ses violons, surtout quand on a des conditionnements qui sont un petit peu culturels comme ça. Et voilà, j'ai voulu lui poser la question, savoir quels avaient été les grands chocs dans leur couple. Voici ce qu'elle m'a répondu. Je suis bordélique et très peu matérialiste, alors que Pascal est un tantinet maniaque et conserve tout précieusement. Cela fait quelques étincelles régulièrement, mais je ne sais pas si ça vient de la mixité de notre couple. Par contre, nous avons pris en charge nos aînés en commun. En Asie, c'est primordial. Ce qui a été pour moi une bénédiction face à la maladie de mes parents. Ma moitié a accepté sans problème que nous accueillions mes parents à notre domicile pendant plus de 7 ans. Plus de 10 ans, pardon. Excuse-moi, j'ai mal lu. Comme quoi, c'est quelque chose qui pourrait très bien arriver avec d'autres personnes. Je ne sais pas si tu t'es reconnu dans ce genre de conflit, bordel versus rangement, maniaquerie. C'est vrai que ça faille toujours, peu importe son origine d'ailleurs. Je lui ai demandé ensuite quelle est la vision de son mari sur son métier de romancière. Elle m'a répondu « J'ai écrit mon premier roman sans le lui dire, je n'avais aucune idée de sa réaction et comme je travaille 6 jours sur 7 dans notre épicerie, j'avais un peu peur qu'il me reproche de le faire sur mon temps de travail. Le jour où j'ai écrit le mot fin sur mon manuscrit, je l'ai imprimé et je lui ai donné. Il m'a félicité et soutenu à l'instant où il a compris ce que c'était. Depuis, c'est mon alpha lecteur. Il me cadre quand je pars un peu trop dans tous les sens. » Alors pour ceux qui ne savent pas ce qu'est un alpha lecteur, c'est celui qui va lire au fur et à mesure que tu écris. C'est-à-dire, tu écris un chapitre, tu lui fais lire de suite sans qu'il y ait le point final de poser. Contrairement à un bêta lecteur où tu lui transmets ton manuscrit quand il est terminé, point final, même limite corrigé une fois. Voilà, c'est ça la grande différence. C'est une belle complicité, j'adore. La dernière question, forcément, j'ai posé une question à la con, voilà, c'est obligé chez moi. Donc je lui ai demandé son habitude la plus bizarre quand elle lit. Elle m'a répondu, je peux écrire dans n'importe quel lieu avec du bruit, des gens, de la musique. Mais je suis incapable de lire s'il y a le moindre bruit. Est-ce qu'à toi aussi ça t'arrive? Quelle est ton habitude bizarre quand tu lis ou quand tu écris d'ailleurs, puisque tu es peut-être auteur aussi à tes heures perdues. J'ai très envie que tu nous partages tout ça en commentaire, que tu me dises si le principe du podcast, ça te plaît, ça te permet de pouvoir écouter ça tranquillement dans la voiture, en marchant, etc. Si tu as envie d'autres formats, justement, de podcast, propose-moi tout ça, que ce soit en commentaire ici ou sur l'Instagram. Peu importe, mais on est là pour communiquer et pour échanger ensemble. Voilà, c'était la première interview des électrons libres. J'espère que ça t'a plu et je te dis à très très vite pour un nouveau podcast.